Bonjour, merci de nous retrouver pour avoir maintenant le plaisir d'accueillir dans cette bibliothèque de Limoges Bernard Werber. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes un fidèle de lire à Limoges. Vous êtes originaire de Toulouse. En 1991, à 30 ans, votre premier roman, Les Fourmis, est édité après des années de travail et de nombreux refus de maisons d'édition. Albin Michel vous fera confiance et c'est toujours le cas. On connaît la suite, des millions d'exemplaires vendus, des traductions dans plus de 30 pays, notamment en Corée du Sud. Vous êtes presque une vedette, on en parlera dans cet entretien. Des dizaines de romans écrits, le cycle des fourmis, bien sûr, le cycle des dieux, le cycle Troisième Humanité et aussi donc le cycle des chats. Vos deux dernières actualités littéraires, La planète des chats, qui est sortie en septembre dernier, et puis Demain les chats, sorti en bande dessinée. Avant d'en parler dans le détail, on est donc à la BFM, à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Quelles sont vos premières émotions de lecture, de lecteur? Ah, mais vous voulez dire mon enfance, le premier Voilà, livre? oui, oui. Alors d'abord, j'hantais les bibliothèques longtemps pour lire des bandes dessinées, mais mon passage à l'objet livre sans image s'est fait avec La guerre des boutons de Romain Goupil, je crois. Et je me rappelle, je me disais, c'est une sorte de marathon, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et ces batailles de gosses avec les différentes bandes, j'adorais. Et après, c'est Jules Verne. Voilà. Et Mais Jules Verne, maintenant, je pense pour les jeunes, c'est assez gros quand même, c'est assez dur à lire. À notre époque, on était un peu plus concentré, facilement concentré sur un livre, je pense. Maintenant, ils sont habitués au rythme des jeux vidéo, des émissions de télé, il faut que ça aille vite. Et Jules Verne, c'est vrai que quand on voit même les couvertures, ce sont de très beaux livres Ouais. qu'on a peut-être aujourd'hui moins envie d'ouvrir. Je sais pas, on a peut-être peur de les ouvrir, je sais pas. Alors moi, j'ai quelques éditions d'origine qu'on m'offre de Jules Verne. Et je crois quand même que c'est le papa. C'est-à-dire c'est lui qui a lancé la science-fiction française moderne. Et en même temps, il y a des personnages truculents. C'est assez bien réussi. Ça vaut encore le coup de découvrir Jules Verne. Alors ça, c'est pour la lecture. Pour l'écriture, c'est venu très jeune. Je crois qu'il y a eu les aventures d'une puce. Voilà, j'avais 8 ans. Ben, en fait, j'étais pas un très bon élève parce que en fait, les profs m'étaient souvent bavard et tout le temps dans la lune. Je crois que ça me définit bien. C'est-à-dire, je rêve tout le temps, j'ai du mal à intégrer des informations par cœur. Et donc, tout d'un coup, j'ai écrit une petite histoire, c'était une rédaction libre. Et là, le prof a dit, on adore, continue. Voilà. Et vous savez, il suffit qu'un prof vous encourage et ça peut créer, ça peut révéler en tout cas une direction de vie, oui. Et ça a révélé ma direction de vie, parce que vu que je n'étais pas bon au foot, à l'école, c'est le foot qui définit ça, ou alors il faut être bon au calcul. Je n'étais ni bon à l'un, ni bon à l'autre. Donc il y avait cette voie parallèle qui était en gros raconter des histoires les plus marrantes possibles. Les aventures d'une puce, déjà les animaux. Déjà le point de vue extérieur, c'est que je me suis dit, tant que je reste un humain qui parle des humains, je vais faire des histoires qui ressemblent à toutes les histoires. Mais si je raconte une puce qui escalade un être humain, je vais avoir un point de vue original. Et je crois que ce qui manque un peu de nos jours, c'est de faire le petit pas de côté pour regarder les choses différemment. On regarde, si on écoute les émissions de télé ou si on regarde le cinéma, c'est toujours des choses qui se ressemblent déjà. C'est Shakespeare qui avait dit, j'ai raconté déjà toutes les histoires. Par moments, ça me semble un défi. Bon, il faut raconter autre chose que toutes les structures d'histoire qu'a découvert Shakespeare. Alors cet après-midi, vous allez rencontrer vos lecteurs dans une librairie à Limoges. Ça vous manque là depuis plusieurs mois, ce contact avec les lecteurs? Comment vous avez vécu cette période depuis 12 Alors mois? d'abord, je vous dirais, ça m'a permis de m'apercevoir la chance que j'avais de faire ma petite tournée provinciale à chaque sortie de livre. C'était mon moment d'évasion, mon moment où je rencontre des gens. Vous savez, c'est formidable. Quand on est écrivain, je m'assois, il y a plein de gens qui viennent vers vous, qui vous connaissent, vous ne connaissez pas, mais qui, par moi, bon, il y en a qui sont devenus des amis, qui sont devenus des lecteurs de mes versions bêta. Pour moi, c'est ma famille. Et quand j'écris, que je me retrouve seul chez moi à ne pas avoir ce contact avec la famille, évidemment, il me manque quelque chose. Et puis surtout, ce que j'obtiens, par exemple, quand je rencontre mes lecteurs, c'est des feedbacks sur mon travail. Maintenant, j'obtiens par Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais c'est pas pareil. Pas pareil quand vous regardez la personne et que la personne vous dit « Ah, j'ai bien aimé ce passage » ou « J'ai pas aimé ça » ou « Je préfère ce livre ». C'est important, on envoie quelque chose, c'est important de savoir comment c'est perçu et comment ça revient.
Et puis, il y a des rencontres extraordinaires. Moi, je sais, sur les salons du livre, je rencontre aussi des fois d'autres auteurs, et des fois, je rencontre des lecteurs, et il se passe un échange riche, un enrichissement mutuel. Est-ce que parfois vous tenez compte de ce que certains lecteurs peuvent vous dire, ah, peut-être que là, il aurait fallu plutôt faire ci, faire Non ça seulement parfois, c'est systématiquement. L'avis du lecteur. En plus, vous savez, je donne des cours de masterclass et je leur dis, il faut que vous puissiez entendre quelqu'un qui vous dit « c'est nul, j'ai pas aimé ». Si vous n'êtes pas capable d'entendre ça, ne donnez pas à lire. Donc moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit « j'ai pas aimé celui-là, il ne fonctionne pas et tout ». Et ça ne m'affecte pas. Je me dis juste, il faut, vu que ça ne leur plaît pas, c'est à moi de faire un travail pour que ça leur plaise. Moi, je suis un artisan, je suis comme un horloger. Je fabrique des montres, il faut qu'elles fonctionnent, enfin, des montres de suspense. Quand quelqu'un me dit que ça ne fonctionne pas, ben, je ne peux pas réparer le bouquin, donc je vais faire un autre livre dans lequel je vais comprendre ce qui n'a pas marché et que je vais améliorer. Mais je passe ma vie à m'améliorer dans mon artisanat. Après, ça ne veut pas dire que le livre, que le public va repérer les moments où j'ai plus travaillé ou pas, mais moi, je sais l'énergie que j'ai mis, et je sais aussi que j'ai tenu compte justement de la vie des autres. Alors, donc c'est entre moi et moi. Vous dites pour que le lecteur s'amuse, il faut que l'écrivain s'amuse. Ah, je crois que c'est un acte de joie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait les masterclass, c'est pour leur dire, attendez, même si vous n'êtes pas publié, même si vous n'arrivez pas au bout, le seul fait de raconter une histoire, vous allez vous éclater. Parce que notre esprit aime raconter des histoires. Il aime l'entendre, il aime en raconter. Et quand vous racontez une histoire, vous fabriquez un personnage, donc vous créez à partir de rien un être. Et cet être, vous allez vivre avec. Et au bout d'un moment, vous allez le connaître comme si c'était une vraie entité. Donc c'est le pouvoir divin, c'est le pouvoir de créer, là où il n'y a rien, quelque chose. Il suffit de dire, tiens, sur cette plage apparut Rebecca qui se mit à repenser à sa jeunesse. Ça y est, j'ai fabriqué un être et il commence à y avoir un intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse? Pourquoi elle s'appelle Rebecca? Après, on peut la... Vous voyez, il y a une autre phrase que je donne qui permet de montrer cette dynamique. C'est il ouvrit la porte et recula de surprise. On ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il se passe quelque chose qui fait qu'il voit quelque chose. À partir de ce moment-là, l'imagination se met en marche. C'est ça la magie, le pouvoir de l'art de raconter des histoires, et c'est un grand plaisir. Moi, quand j'écris, je me marre. Et j'essaie de me surprendre moi-même. Je suis en train... Vous vous surprenez toujours encore 30 ans après J'ai peur de ne pas y arriver, mais pour l'instant, j'y arrive. Tout à l'heure, j'ai écrit dans le train pour venir à Limoges. Je rigolais tout seul derrière mon masque en train de taper sur l'ordinateur. Et les gens devaient se demander qu'est-ce que je faisais de si drôle. Donc vous êtes auteur de science-fiction. Ce qui s'est passé depuis un an avec cette pandémie, les masques... Comment vous l'avez vécu? C'est presque, vous l'avez presque anticipé. Enfin, oui, vous êtes peut-être moins étonné que le citoyen lambda qui se dit qu'est-ce qui se passe, alors que vous, finalement, vous êtes peut-être moins surpris. Enfin, comment vous vivez ça? Mon métier consiste à voir le futur et à sentir ce qui va se passer. Donc, dans Demain les chats, qui sort en bande dessinée, j'avais annoncé une nouvelle peste qui allait fragiliser toute l'humanité. Un effondrement de la civilisation humaine. Voilà, un effondrement de la civilisation. Je pense que tout ce que nous avons bâti peut s'écrouler très vite, très simplement. Et nous devons nous préparer à déjà rebondir. C'est de ça dont je parle dans beaucoup de livres. Il ne faut pas se désespérer en se disant quoi, ça se peut qu'il y ait un virus qui nous tue tous, ça se peut que... Vous savez, quand il y a eu le confinement, le premier jour où il y a eu le confinement, on m'a demandé une nouvelle, je l'ai écrite en 5 minutes, la nouvelle. Et elle commençait juste par cette phrase. Ils avaient dit que ça allait durer 3 semaines, c'était il y a 3 ans. Et quand j'ai trouvé cette phrase, j'avais tout trouvé, et au moment où je l'ai mis, je ne me doutais pas que c'est exactement ce qui allait se passer. Là, avec le truc des mutants, des souches mutantes, des variants. Des variants mutants, des virus mutants. Je pense qu'on est encore en un petit moment là. Je ne sens pas le Yukaïda arriver de sitôt. Mais quelque part, on a déjà eu beaucoup de chance de bénéficier d'autant de choses précédemment. Précisément, c'est maintenant que je ne peux plus voyager pour faire la tournée des dédicaces que quand j'en fais une, je l'apprécie vraiment. C'est
en fait, tout ce que j'avais avant était formidable. Je ne m'en rendais pas compte à ce point. Maintenant, j'apprécie vraiment. Parce qu'en fait, on se le dit tous presque dans les conversations, ce qu'on vit, c'est presque de la science-fiction. On a ce sentiment, les images qu'on voit, les gens avec les combinaisons, Avec les masques. les masques, tout ce qui se passe, on se dit, c'est un roman, c'est de la science-fiction. C'est surprenant que ça ait pris aussi facilement, qu'il n'y ait pas eu plus de réactions de gens qui disent « nous, on n'a pas envie de mettre le masque ». Et que les Français sont sages finalement. Pas seulement les Français, le monde entier, tout d'un coup, s'est harmonisé sur cette règle qui est quand même assez dure. Respirer tout le temps sa propre haleine dans un masque, c'est quand même chiant. Et imposer ça il y a pratiquement la moitié de l'humanité maintenant qui doit être avec ça. Voilà, ça c'est le moment où la science-fiction dépasse le roman. Alors on parlait des chats, donc si les fourmis fêtent leurs 30 ans d'existence, les chats ont à peu près 5 ans d'existence. Et en 2016, il y a eu donc Demain les chats, le roman, 2019, Sa Majesté les chats, et donc en septembre dernier, La planète des chats. Là, vous nous transportez à New York. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors d'abord, Demain les chats, c'était à Paris. Sa Majesté des chats, c'était dans la France. Et dans le troisième, ils franchissent en effet, dans des circonstances qu'on découvre dans Sa Majesté, ils franchissent l'Atlantique et ils arrivent à New York parce qu'ils pensent... Sur un bateau. Hein. Voilà, ils pensent que c'est l'endroit où il n'y a pas de rats et que c'est l'un des derniers endroits où on peut vivre normalement. Et là, ils s'aperçoivent que c'est encore pire, il y a encore plus de rats qu'en France et ils sont plus gros, ils sont encore plus agressifs. Et ça va obliger mon héroïne, Bastet, à se surpasser pour arriver à sauver et l'humanité et les chats. Et ça va lui permettre aussi de découvrir son potentiel. Je crois qu'une vie réussie est une vie où on a compris son talent et on l'exploite. Mon héroïne, elle va découvrir son talent, qui est en fait un talent de leader né. Et grâce à la possibilité qu'elle a, de se brancher sur un ordinateur, grâce à une prise qu'elle a dans le crâne, elle peut avoir accès à Internet ou communiquer avec les humains, ce qui lui donne un petit avantage de modernité. Mais tout ce que je raconte dans mon livre pourrait arriver réellement. Pourquoi New York ? Vous êtes allé à New York, vous allez dans toutes les descriptions que vous faites des bâtiments. Ce qui m'intéressait, c'est la verticalité. Pour un chat, le chat a cette capacité de retomber sur ses pattes, mais un building de New York, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de retomber sur ses pattes. Et donc il y avait cette idée que tout le sol est occupé par les rats, et les chats et les humains circulent en tyrolienne. J'avais cette visualisation de grands câbles qui sont entre tous les buildings, et quand on volait d'un point à un autre, on circule en câble, le seul danger étant de tomber, et dans ce cas, on se ferait manger par les rats. Et donc, à partir de ce visuel-là, vous savez, j'essaie en tant que romancier de faire le film le plus spectaculaire possible, dans lequel il se passe le plus d'action et le plus de surprises. Donc, avec ce visuel-là, ce décor-là, j'avais plein de possibilités qu'on ne pourrait avoir qu'à la Défense à Paris ou dans les quartiers, les quartiers où il y a des buildings très hauts. Mais New York, je trouve aussi, c'est une architecture qui écrase l'individu. Moi, j'aime pas New York, je vous dirais. Je trouve que quand on circule New York, on se sent oppressé par tous ces buildings. Et voilà, je voulais mettre un chat là-dedans et avoir sa vision d'un chat. Qu'est-ce qui vous plaît justement chez le chat, dans les chats? Je crois que vous en avez un, peut-être plusieurs. J'en ai eu 3, mais j'en ai plus actuellement. Ce qui me plaît chez le chat, c'est que c'est un animal qui a l'air de réfléchir. Vous avez un chat vous-même? Non. Vous en avez eu un? Non, mes beaux-parents non. Vous voyez comment c'est? C'est-à-dire qu'il s'arrête, il vous regarde, et on a l'impression qu'il y a une pensée parallèle. C'est-à-dire, il n'est pas plus bête que nous, il n'est pas plus intelligent que nous, c'est une intelligence autre. Et notamment, les chats savent se reposer, savent faire comprendre à leur entourage qu'ils veulent qu'on leur foute la paix, savent faire comprendre à leur entourage qu'ils veulent qu'on les serve, et ils ont une manière d'être bien dans leur corps, de se laver, de s'étendre. Ils vont toujours aux bons endroits. Et même quand j'étais malade ou quand un être humain est malade, souvent le chat vient pour ronronner à un endroit où on a mal. Donc on dirait qu'il y a une volonté de nous faire du bien, alors on ne peut pas les apprivoiser, et ils sont des êtres libres. Donc il y a quelque chose en les observant, il y a une philosophie à tirer. Il y a quelques jours sur Europe 1, vous donniez des conseils pour communiquer avec les chats. Ouais, oui, alors c'est marrant parce que ça existe maintenant. Au moment où je l'ai dit, je ne savais pas, depuis j'ai reçu des feedbacks. En fait, la communication intuitive animalière existe, c'est une discipline, et ça consiste
en fait, à faire ce que je disais dans l'émission d'Europe 1, à savoir, il faut faire le vide dans sa tête, évacuer toute pensée humaine, et à ce moment-là, on fait comme une sorte de caverne vide dans laquelle peut venir une pensée extérieure. Mais je le faisais même avec les fourmis, je l'ai fait avec un dauphin, c'est-à-dire à un moment, je n'essaie pas de le comprendre avec ma pensée humaine, je lui offre un espace vide où il peut déposer ce qu'il veut. Mais voilà, c'est une expérience à faire. Et après, c'est subjectif. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais on peut le faire avec un être humain. Vous dédiez ce livre à tous ceux qui vivent une grande histoire d'amour avec leur chat que personne d'autre ne peut comprendre. Oui, parce qu'il y a un moment, quand les gens ont des chats et qu'ils veulent communiquer avec les autres se disent, bon, ben, dingue de son chat, il ne va pas me faire chier avec ses histoires de son chat à la con. Et il y a un sentiment d'étrangeté. On se dit, zut, c'est un animal, plein de gens ont des chats, et quand je veux en parler, personne ne me comprend. Parce qu'il y a justement ce domaine du sensitif, de l'intuitif. Il y a cet instant où l'animal vous regarde et il y a un échange qui se passe. Et ça, une personne extérieure ne peut pas le comprendre. Alors aussi, à la fin, vous donnez les musiques écoutées durant l'écriture de ce roman. C'est-à-dire que vous écrivez sans arrêt en musique. Alors c'est très large, hein. Il y a du Bach, il y a du Led Zeppelin, Vivaldi, La Callas, Peter Gabriel. Vous choisissez même vos morceaux en fonction de ce que vous allez écrire, des moments de la journée. Alors, deux choses. Ça se passe? Je n'utilise pas la musique pour les dialogues, parce que là, j'ai besoin d'entendre la voix de mes personnages. J'utilise la musique pour tout ce qui est scène de bataille, scène de voyage et scène visuelle. Et là, j'utilise des musiques de films en général. Et vu que je suis un vieux babacool, je suis resté bloqué sur la période des années 80, on va dire. Donc, Genesis, Yes, Pink Floyd, des Rolling Stones, les Beatles. Pour moi, c'est des gens qui, à un moment, faisaient plein de découvertes. Et depuis, j'ai l'impression que c'est des copies. Je suis resté ancré. Ouais, je suis resté ancré sur cette époque dans laquelle peut-être, parce qu'il y avait une émulation, c'est-à-dire qu'ils essayaient tous de s'impressionner, de se surpasser. Il me semble qu'il y avait beaucoup d'imagination. Alors que maintenant, ils visent plus la sécurité. Les choses qui se vendent, c'est des copies de trucs qui ont déjà marché, qui sont bien ficelés, ils ne prennent pas de risques. Alors, on parlait des fourmis, des chats, vous avez dit les dauphins. Donc, les animaux vous inspirent. Il y a une interview récente dans le Journal du Dimanche. On vous demandait si vous n'étiez pas un Jean de La Fontaine 2.0. J'aime bien cette référence. Je trouvais ça une très belle image. La Fontaine, dont je me suis vraiment intéressé à sa vie, c'était un type très courageux. C'était l'un des rares à défendre Fouquet. C'était un type qui avait une vision politique très moderne et qui l'a fait passer par ces histoires d'animaux. Et le fait qu'on apprenne ça à l'école, avec des récitations, je trouve ça génial. C'est-à-dire, il a trouvé le moyen de toucher les gosses en faisant passer des messages politiques très puissants. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle « Les animaux malades de la peste », et ça explique bien le système. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un stress qui touche tout le monde, et chacun dit « ouais, c'est un peu ma faute, c'est moi qui ai mal géré le truc », et tout le monde... Et puis au final, ça tombe sur... Pof, il y en a un, c'est lui, c'est l'âne. C'est l'âne qui a brouté. Tout ça, c'est sa faute à lui. Et ça fonctionne tout le temps comme ça. Mais même les épidémies de peste, il y a eu une épidémie en 1300, il y a eu une grande épidémie en 1600. Une fois que tout a été terminé, ils ont cherché les coupables et ils ont trouvé précisément, entre autres, les possesseurs de chats, parce que les chats étaient protégés, parce qu'ils mangeaient les rats. Et il y a toujours ce moment où on va indiquer une victime expiatoire, et puis ça va passer, et on passe à autre chose. Voilà. Et La Fontaine, en racontant ça, en fait, il est en train de nous préparer. Lui aussi, j'allais dire, il fait la science-fiction, c'est un visionnaire. Il nous prépare à toutes les crises politiques. Il nous dit, regardez, en fait, on vous montre ça, mais c'est ailleurs que ça se joue, et puis on va vous baiser, parce qu'on vous dit, tiens, c'est celui-là le coupable, alors que les vrais coupables ne paieront jamais. Alors dans cette interview au Journal du Dimanche, vous évoquez aussi le style sushi pour qualifier votre style, votre écriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces... Alors, je vous avouerai, quand j'ai débarqué à Paris en 1980, je suis allé manger au japonais, et à l'époque, personne ne mangeait au japonais parce qu'on disait tu vas voir, le poisson cru, ça rend malade. Et moi, j'aimais bien cette idée que l'aliment est pur, c'est-à-dire il n'y a pas de cuisson qui déforme son goût et on ne rajoute pas une sauce. À partir de là, je me suis dit, mais c'est comme ça que doit être la littérature. C'est-à-dire qu'il faut que la chair de la viande
soit tellement bonne qu'on n'a pas besoin de faire une cuisson, on n'a pas besoin de rajouter une sauce dessus ou d'ajouter une purée qu'ils font au milieu. Qu'on sente le vrai goût de l'aliment et qu'on sente aussi s'il n'est pas faisandé, il n'a pas tourné. Donc tout se joue sur la fraîcheur et le goût pur de l'aliment. C'est ce que je cherche dans l'histoire. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des mots compliqués pour vous montrer, regardez, j'ai un dictionnaire à côté de moi qui me permet de trouver des mots extraordinaires qui vont vous bluffer. Je suis dans l'histoire. On est dans l'histoire, tout ce que vous devez oublier l'écrivain. Vous devez juste vous préoccuper donc, de mon héroïne basse-tête, qu'est-ce qui va lui arriver, et c'est elle que vous devez trouver sympathique. Moi, je suis le monteur de marionnettes, je suis derrière, et je me débrouille pour surveiller le suspense, l'histoire. Et je trouve qu'il y a une mode en France de la forme qui a fait oublier le fond. Il faut un équilibre entre la forme et le fond, je veux dire entre la sauce et la viande. Et là, actuellement, il faudrait revenir un peu plus sur la viande. C'est quoi la viande qu'on vous sert? Et puis, accessoirement, la sauce, vous la rajoutez si vous en avez envie. Mais quand je vois, par exemple, des livres dans les prix littéraires où il y a des phrases de 2 pages dans lesquelles il faut chercher le verbe, ça veut dire je veux juste vous épater par de l'acrobatie avec des mots. Mais ce qui s'explique, tout à l'heure vous parliez de la Corée, ce qui explique que mes livres sont traduits, c'est parce que je suis sujet, verbe, complément et qualité de l'histoire. Je ne suis pas dans je vous en foutre plein la vue avec un joli style qui vient de mon université ou voilà, qui va vous épater parce que j'ai lu tous les grands classiques. Voilà. Vous parlez très bien de cuisine, vous avez peut-être votre prochain livre sera peut-être un livre de recettes. Je crois que je suis meilleur pour raconter des histoires que pour faire la cuisine. Vous parlez de la Corée du Sud, vous êtes un des écrivains là-bas, le français les plus lus. Comment vous l'expliquez? Ils sont très tournés vers le futur. Ils sont très... et c'est d'ailleurs quand je vais là-bas que je me rends compte qu'en France, on est très tourné vers le passé. Tout à l'heure, je faisais une petite critique en disant que la littérature française est très dans le style, parce que le style, c'est le passé. C'est la tradition littéraire française. Maintenant, en Corée, vous voyez, ils sont très tournés vers les technologies. Ils ont un défi avec le Japon, qui est le pays concurrent, qui va être le roi du monde. Et donc, eux, ils veulent montrer, non, on peut être meilleur. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tout basé sur l'éducation. Mais à un point que vous n'imaginez pas. C'est très, très strict. Hein. Ils demandent beaucoup aux élèves, au point où il y a un peu de suicides, enfin il y a 10 000 suicides par an. Mais par contre, ceux qui survivent à ça, ils sont vraiment bons. Et quand je fais des conférences, je vois des petits gamins qui me posent des questions, qui montrent qu'ils ont vraiment saisi comment, dans le futur, on peut utiliser mes livres pour bâtir des choses. C'est-à-dire qu'ils sont très dynamiques. Et en plus, par rapport aux Japonais, ils ont de l'humour. Parce qu'en Asie, le japonais est assez strict. Vu que je compare les deux, parce que c'est des peuples qui se ressemblent, les Coréens ont de l'humour et ils aiment la France, tout simplement parce que c'est un pays continental. Le Japon est une île isolée. Ils se considèrent que dans un endroit coupé du monde. Un peu comme nos Anglais, vous voyez, ils se considèrent coupés. Mais les Coréens étant sur le continent, ils sont ouverts sur le monde et surtout sur tout ce qui n'est pas asiatique. Et quand je vais là-bas, je suis surpris de voir leur ouverture d'esprit. C'est des gens formidables. Alors, Demain les chats, c'est votre actualité la plus récente, hein, cette bande dessinée qui est sortie donc, le 28 avril, toujours chez Albin Michel. Donc, c'est le roman qui passe en bande dessinée. Comment est venue l'idée? Pourquoi c'est vous qui l'avez proposé? C'est votre éditeur? C'est peut-être un lecteur au cours d'un salon qui vous a dit pourquoi on peut en faire une bande dessinée? Après avoir écrit La Puce à 7 ans, j'ai monté un journal à 14 ans de bande dessinée, donc j'étais scénariste de bande dessinée. Pour moi, il y a eu une révélation, c'était Métal Hurlant, dans les années 80. Je suis un vieux babacool total aussi sur la bande dessinée. Et la rencontre entre Moebius, Druyer, Bilal, tout ça, c'était des révélations. Donc j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Et depuis peu, c'est créé chez Albin Michel un secteur bande dessinée. Et le chef de ce secteur, qui s'appelle Martin Zeller, a voulu mettre mon œuvre, enfin mes livres, en images. Et j'ai dit, c'est une super idée, en tout cas tu peux prendre tous mes livres, mais en tout cas si tu dois en prendre un, le plus difficile à mettre au cinéma et qui pourrait être le plus spectaculaire parce que le plus dynamique, c'est celui qui est sur les chats. Donc, parce que d'ici qu'en France on puisse faire un dessin animé avec ça, il faudra attendre 30 ans. Donc essayons de le mettre en images. Et c'est lui qui m'a proposé différents dessinateurs. Et là, j'ai choisi Naïskine parce que je trouvais qu'elle avait un dessin très original. C'est très, très énergique, très... Oui, c'est marrant parce que je crois qu'elle vit en Bretagne et elle est très dans une énergie quasi guerrière.
ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle fait des plans de cinéma, donc elle fait des plongées, des contre-plongées, des plans larges, et elle est dans le mouvement. Ce que je recherche vraiment dans la bande dessinée, pour moi, le bon auteur, c'est quelqu'un qui sait figer les instants de mouvement et donner une dynamique dans l'image. Alors, votre héroïne Bastet a un visage. Il y a eu 2 couvertures qui ont été proposées, je crois, il y a quelques mois. Vous avez demandé aux lecteurs de L'autre couverture, c'est celle de qui voter. sert de cabochon. Là. Si vous ouvrez la première page. Hop. On a le temps. Voilà. Il y avait 3 personnages sur la c'était ça. Non, tournez encore avant. Encore Non, avant. Ah, pardon. Avant. Bah, allez-y. Vous êtes passé au milieu. Toc. Et toc. Et voilà. Devait être Voilà, ça. c'était ça l'autre, exactement. Donc c'était ça ou ça. Alors moi, je vous avouerai, j'étais à fond pour ça. Et il y avait beaucoup de gens, notamment dans la boîte d'édition, qui étaient pour ça. Donc j'ai dit, on va mettre ça au vote. Vox Populi, la voix du peuple, et en effet, c'est celle-là qui est sortie. Et quand vous avez vu les premières planches, j'ai dit, vous avez reconnu votre roman, enfin, c'était... Alors, c'est pas ce que je recherche. Adaptation, si on a pris un adaptateur qui s'appelle Pog, c'est parce que justement, quelque part, je sais que je vais être trahi, mais ça fait partie du jeu, comme si j'étais adapté au cinéma ou si j'étais adapté au théâtre. Il y aurait forcément une réinterprétation de mon histoire. Il a coupé des passages, il a donné peut-être, il a mis en valeur d'autres choses. Il n'a pas créé de nouvelles situations, mais il a présenté, un peu comme un bouquet de fleurs. Il a pris certaines fleurs, il n'a pas pris. C'est une réinterprétation du livre. C'est une réinterprétation du livre. Et puis, il l'a réinterprété pour que ça puisse être facilement mis en image. Moi, quand je fais une bataille entre les chats et les rats, je mets 20 000 chats contre 200 000 rats. Ça ne pose aucun problème. Après, il faut les dessiner et il faut donner cette impression de multitude, cette dynamique, tous ces mouvements. Et notamment, peut-être du fait de Saint-Lambeau, de Flaubert, j'adore les chorégraphies de bataille. Je trouve que soit il y a 2 êtres humains qui font un duel, soit il y a des foules qui se battent. Peut-être aussi l'influence du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là. C'est quand même, bon, ces gens qui se tuent, mais c'est quand même visuellement assez beau. Et surtout si on se dit, c'est pas grave, c'est des acteurs qui jouent, mais qui ne se tuent pas vraiment. Mais l'ensemble, les chevaux qui foncent, les gens qui se battent, qui sont dans une dynamique d'urgence. Vous savez, quand on a fait un roman, il faut créer une tension dramatique et une urgence. Et dans la bataille, si vous ne retournez pas au moment où il y a un coup d'épée qui arrive, vous êtes mort. Donc il y a cette concentration obligatoire de la tension et ce suspense et cette urgence. Voilà. C'est pour ça que j'adore aussi toutes les séries, notamment Vikings ou les séries Game of Thrones, dans lesquelles il y a des visuels de bataille qui montrent ces tensions-là. Il y a aussi un message, c'est un peu un conte philosophique, il y a des messages sur la considération environnementale, sur la place de l'animal. Ça permet aussi de faire passer beaucoup de messages dans le contexte actuel. Je crois que se mettre à la place de l'autre, la notion d'empathie, c'est élargir son esprit. Donc quand je me mets à la place des chats, j'élargis mon esprit, mais ce que je propose, c'est au lecteur d'élargir aussi son esprit. Et là, il y a beaucoup d'erreurs pour toute l'humanité qui sont commises parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Par exemple, sur les animaux d'élevage, sur ce qu'on voit dans les zoos, ce qu'on voit dans... par exemple, au Japon, ils massacrent les dauphins pour s'amuser. Et toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils ne se mettent pas à la place de l'autre. C'est-à-dire le type qui donne avec un coup de bâton, qui massacre un dauphin, qu'il ne connaît même pas, c'est juste, il ne s'est pas dit « je pourrais être moi-même dauphin ». Eh bien, moi, ce que je propose au lecteur, ce que je fais moi-même comme exercice, c'est que je pourrais être une puce, je pourrais être un chat, je pourrais être un dauphin. À partir de là, j'élargis mon esprit, mais en même temps, je perçois la douleur de l'autre et je n'ai pas envie de lui infliger une douleur. Mais de même, j'élargis ça à la planète. C'est-à-dire la planète, c'est une partenaire de vie. Et moi, je suis très déçu par les écologistes parce que je trouve qu'ils ne font pas d'écologie, ils font de la politique. Moi, j'aurais rêvé des écologistes qui défendent réellement la planète. Alors, je crois que les gens votent pour eux en se disant a priori, vu qu'ils sont écologistes, ils sont censés défendre la planète. Et à peine ils sont au pouvoir, ils font de la politique. Ils font de la politique politicienne. Ils ne défendent plus du tout la planète, ils laissent tomber tous les trucs. Donc, c'est un rendez-vous manqué. J'ai 2 rendez-vous manqués, les écologistes et la philosophie. 2 endroits, j'ai vu des gens qui, finalement, ne faisaient pas du tout ce que j'espérais qu'ils allaient faire. Et du coup, vous êtes plutôt optimiste pour le futur. Quel est votre... Vous qui avez toujours peut-être parfois un temps d'avance, comment vous voyez Alors, je suis pessimiste sur le court terme,
Je crois que toutes les conneries qui peuvent être faites vont être faites. Je crois qu'en plus, les gens ne se rendent pas compte de la portée de certaines choses qui sont faites actuellement qui vont se répercuter sur le temps. Tiens, par exemple, un truc tout simple. Tout à l'heure, j'étais là-haut dans la loge, je vois, il y a des petits biscuits. Chaque biscuit est enveloppé dans un cellophane de plastique. C'est-à-dire qu'avant, vous avez des boîtes de biscuits, mais il y avait 50 biscuits, bon, il y en a qui séchaient. Maintenant, on a peur qu'ils sèchent. Donc, ils sont tous dans du plastique. Mais ce plastique, il va terminer dans les océans. Donc, ça veut dire que pour que vous gardiez votre petite humidité du biscuit, mine de rien, on va polluer les océans. Donc, déjà, cette conscience-là, vous voyez, je trouve que c'est ça que devraient transmettre les écologistes. Vous dire, quand vous faites quelque chose qui abîme la planète, vous allez devoir en payer le prix, vous, un peu plus tard, ou nos enfants. Voilà, c'est une prise de conscience. Et je crois que d'ailleurs, votre prochain roman, enfin votre prochain projet, vous parlez des abeilles. Oui, parce que et les abeilles qui, justement, disparaissent. Il y a une grande inquiétude sur l'avenir des abeilles. Les abeilles, on prend conscience de leur importance parce qu'elles nous fournissent du miel. Donc pour nous, les abeilles, c'est un goût. Et je me suis aperçu que, en fait, d'abord, les abeilles forment une civilisation passionnante à côté de celle des fourmis que j'avais déjà découvert. Les fourmis ne sont pas de miel, on s'en fout un peu d'elles. Les abeilles, on s'intéresse, mais sont trop associées au miel. Donc on oublie que ce sont des insectes vraiment extrêmement bien organisés et qui peuvent nous transmettre un message de sagesse. Et donc le thème de mon prochain livre, c'est la sagesse des abeilles telle qu'elle pourrait nous être transmise. Et dans mon roman, je prends l'hypothèse que ça a été transmis depuis la nuit des temps par les Templiers. Et justement, les abeilles, comment c'est venu aussi Les abeilles ? Oui. Je crois que quand j'ai entendu parler des frelons asiatiques, en fait, quand j'en ai vu des frelons asiatiques, je me suis dit, tiens, ça c'est les méchants, donc s'il y a des méchants, il doit y avoir des gentils. Et quand j'ai vu que les frelons asiatiques massacraient les abeilles, je me suis dit, voilà, il y a un combat comme les chats et les rats, il y a les frelons asiatiques et les abeilles. Et là, il s'avère que le problème des abeilles, je vous parle, c'est la première fois que je parle du bouquin qui va sortir en octobre, mais c'est que les abeilles ont été sélectionnées pour être le moins agressif possible et le plus gentil et le plus pacifique pour ne pas embêter les apiculteurs. Et résultat, elles ne savent pas se défendre contre les frelons asiatiques. Il y aura des abeilles, il y aura des templiers aussi, si je suis bien renseigné. Ils n'ont pas su se défendre non plus contre leurs frelons asiatiques à eux. Mais j'ai trouvé un lien entre les deux que je révèle dans le livre, qui est vraiment étonnant. Je l'avais pressenti, et en faisant ma doc, je me suis dit, ah mais attends, il existe réellement. Ça, c'est amusant. Vous savez, quand vous avez une intuition, et vous vérifiez après dans la doc que ça marche. C'est par exemple ce que vous enseignez lors de vos masterclass. Quel plaisir vous avez justement à organiser ces masterclass. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui s'investissent peut-être autant à aller à la rencontre. J'aimerais bien que la littérature française devienne un peu plus dynamique et moderne. Ils font tous les mêmes livres. Quand on regarde... Prenez n'importe quel livre dans la liste des meilleures ventes, vous apercevez qu'il y avait déjà une copie précédente qui existait l'année précédente. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Et moi, si je fais les masterclass, c'est pour donner envie à une nouvelle génération de jeunes de prendre des risques, de faire une littérature différente, avec de l'imagination. Pas tout le temps raconter les problèmes de couple, et les problèmes de dépression, et les problèmes d'alcoolisme, et les problèmes de cocaïne. Bon, on a compris, il y a des problèmes de cocaïne, de dépression et de couple, mais c'est tout le temps le même bouquin. Et on vous le présente différemment, la couverture change, l'auteur change, mais toujours en temps les mêmes histoires. Moi, je trouve que ça tourne en rond, quoi. Dans le monde littéraire, vous avez le sentiment que vous détonnez, vous êtes à part Ah, mais je suis content d'être à part. Il y a une phrase de Gödel qui dit « Pour comprendre un système, il faut s'en extraire ». Mais quand on s'extrait du système, on est au bon endroit. Si vous êtes dans le système, dans la cour du roi, là, vous êtes comme dans le film Ridicule, ce sont tout le temps les mêmes qui règnent et qui décident qui a droit aux récompenses, et ils se font bouffer. Ils sont bouffés par le système. Donc moi, je suis content d'être en dehors du système. Et je pense que mes lecteurs, s'ils me suivent, c'est parce qu'ils sont contents aussi de trouver une alternative à tout le temps les mêmes histoires, quoi. Mais vos lecteurs, ils vous suivent depuis 30 ans. Pour préparer cette interview, j'ai revu une vidéo, votre premier passage télé, c'était il y a 30 ans, chez Bernard Rapp. En 30 ans, comment vous percevez ce chemin parcouru
quand je Est-ce qu'à suis passé... 30 ans, vous pensiez être là encore, non. ça se Mais passe je encore veux comme dire, ça aujourd'hui non, au moment où je suis passé chez Rab, qui est ma première et unique interview de télé sur les fourmis, je ne savais pas que c'était un métier. Je croyais que c'était une sorte de hobby, parce qu'à l'époque, j'étais en même temps journaliste, et je croyais que, bon, on fait ça un peu comme les mecs qui font de la musique ou de la peinture. Et je ne savais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec. Je n'ai même pas entrevu l'idée d'être un best-seller. J'allais dire, je suis devenu best-seller parce que mon éditeur a donné au livre ses moyens. Moi, je voulais être juste publié pour que le truc existe. Maintenant, quand je regarde... ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai sorti le livre, quand j'ai vu que les gens ne comprenaient pas le livre, pas les gens, les journalistes qui en parlaient dans quelques articles, ne comprenaient pas de quoi ça parle. Ils croyaient que ça parlait que de fourmis, que j'étais là pour faire la vulgarisation sur les fourmis. J'étais là pour parler de l'avenir du monde, à travers la comparaison à une autre civilisation plus ancienne que celle des fourmis. Donc j'ai fait rapidement la suite. Et là, je suis entré dans l'engrenage qui est, en gros, 1, j'arrive à gagner ma vie avec. 2, ça m'amuse énormément. 3, visiblement, tout mon entourage me dit de continuer. Bon, ben voilà, ça fait 30 ans que ça continue, ça dure. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux jeunes auteurs, c'est voyez ça comme un marathon plutôt que comme un sprint. C'est-à-dire le fait de gagner, d'avoir des prix littéraires, c'est comme gagner au loto. Ça arrive à 1 sur des milliers, mais si vous comptez sur gagner au loto pour devenir riche, c'est pas comme ça que vous allez trouver une vraie richesse d'esprit. Ce qui vous apporte une vraie richesse d'esprit, c'est de maîtriser l'art de raconter et l'art du roman. Et ça, que le livre marche ou il ne marche pas, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et je vois bien les auteurs, vous savez, souvent qui ont un livre qui est un best-seller, et puis après, ils ne font plus rien. Et je me dis, les pauvres, ils sont passés à côté du truc. La vraie dynamique, c'est de trouver une maîtrise de son art, et à partir de là, avoir envie de se perfectionner sans cesse. Et au bout de 30 ans, vous continuez à vous corriger est-ce que c'est plus facile? Mon fils dit que mes meilleurs livres sont encore à écrire. Donc je pense qu'il pense que je ne les ai pas encore écrits. Je me rends bien compte que l'objectif, c'est de rendre le lecteur heureux. Comment rendre le lecteur heureux? C'est qu'il faut créer des situations de suspense qui fassent qu'il oublie ses problèmes perso pour rentrer dans les problèmes du personnage et que le transfert se fasse. À partir de là, ce qu'on va faire comme aventure au personnage va arriver comme aventure psychologique au lecteur. Donc dans ce domaine-là, à mon avis, je n'ai pas arrêté d'apprendre. Maintenant, les lecteurs, au moment où ils ont découvert mes livres, ils ont découvert la nouveauté. Après, peut-être que maintenant, pour certains, c'est des livres qu'ils lisaient il y a 30 ans, donc c'est des vieilleries. Mais moi, je sais, je n'arrête pas, à mon niveau, de m'améliorer dans l'art du suspense, qui est le grand enjeu. Alors je disais en début de cette interview, c'est Albin Michel qui vous a fait confiance il y a 30 ans. C'est toujours aujourd'hui votre éditeur. Quelle est votre relation avec votre éditeur depuis 30 ans? Comment ça se passe? Vous faites bien de me poser la question. C'est une relation, c'est un peu comme un mariage en fait. C'est-à-dire, je suis 30 ans, ça fait des noces, je ne sais plus de combien. Mais... Ah ouais, mais ça a été un coup de foudre mutuel à un moment entre un éditeur et mon travail. Et je crois que celui qui a découvert, qui s'appelle Richard, il y en a deux. Ma boîte a 2 patrons, Francis et Richard. Mais Richard, qui m'a le premier parlé de mon travail, a compris le potentiel du livre alors que je ne l'avais pas compris moi-même. Il a compris que ça pourrait toucher des générations, les jeunes, et que ça pourrait toucher aussi tous les pays. Alors que pour moi, c'était juste objectif d'être publié. Et Francis a compris que les fourmis pouvaient être un sujet qui intéresse le grand public. Parce que je vais vous dire, avant, quand j'étais journaliste, quand les gens savaient que j'écrivais sur les fourmis, tous ils me disaient « perds pas ton temps, ça n'intéresse personne ». Et là, d'avoir trouvé ces deux-là qui ont joué la partie, vous savez, en fait, je vais essayer de résumer ça comme ça. Pour qu'un livre décolle, il faut qu'il y ait un éditeur qui joue la partie de poker. Et la partie de poker, ça veut dire que votre livre soit visible en librairie. Et pour que le livre soit visible en librairie, il faut en tirer beaucoup. Et pour en tirer beaucoup, il faut prendre un risque. Or, actuellement, le monde de la littérature étant ce qu'il est, tout le monde a la pétoche, donc on se dit si on en tire beaucoup, il risque d'y avoir du bouillon. Mais c'est parce qu'ils en tirent beaucoup qu'il peut y avoir un décollage. Et là, ils m'ont fait ce cadeau d'en tirer beaucoup, donc de prendre le risque du bouillon, et ça a pu marcher. Mais j'encourage les éditeurs, s'il y en a qui m'entendent, à prendre des risques
et à jouer la partie, surtout sur des livres différents, sur des livres originaux. Parce qu'en général, tout le monde veut sécuriser, donc ils misent peu sur des livres qui ressemblent à d'anciens best-sellers. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et quand vous leur envoyez un nouveau manuscrit, il y a toujours ils retravaillent, comment ça se passe? J'ai une éditrice. Ou alors il prend alors, les 100%, il n'y a pas de problème, on fonce? non, alors, non, moi je ne suis pas comme ça. J'envoie mon plan à mon éditrice. Donc il y a l'éditeur qui est le patron, ce n'est pas avec lui que je travaille directement, je travaille avec une éditrice. Et l'éditrice, j'envoie le plan, et on va avoir un dialogue déjà sur le plan. Mon plan, il fait 100 pages. C'est un plan détaillé dans lequel je dis, là, ils se rencontrent, là, ils s'aiment, là, il y a un problème avec ça. Là, voilà, il y a 4 lignes qui correspondent à chaque chapitre. Il y a déjà un premier dialogue qui démarre là-dessus. Après, je lui fais un plan détaillé dans lequel elle va me dire, attends, mais ça ne marche peut-être pas, tu devrais peut-être expliquer ça, ou il manque une scène, ou il y a une scène en trop. Donc, c'est une deuxième mouture. Et après, je fais un bloc, là, pour mon livre sur les Templiers, de 900 pages, que j'ai envoyé, et là-dessus, elle m'a dit, attends, là, ça ne marche pas, ça, c'est trop long et tout. Et à partir de ces critiques, je refais la version finale. C'est un peu comme Mastermind. Il y a plusieurs formules, et de là, on déduit. Il faut trouver la bonne formule. D'ailleurs, je pense que je ne la trouve jamais, mais il y a un moment, j'en ai marre de réécrire le livre. Mais là, par exemple, celui sur les Templiers et les abeilles, j'ai déjà écrit 11 fois en entier sans le relire. C'est-à-dire sans refaire de coupe, en repartant à zéro, j'ai refait 11 fois entre 500 et 900 pages. Mais c'est ma manière de travailler et je teste plein de... Qui sont complètement différentes ou alors complètement différents, si ce n'est que les héros ont souvent le même nom, mais la trajectoire aboutit par moments à des fins différentes. Donc ça pourrait être amusant d'ailleurs un jour pour un étudiant de retrouver toutes les versions et de comprendre pourquoi je les ai abandonnées pour choisir ça. Et alors je les donne à lire par moments à des lecteurs que je rencontre sur les salons. Sur les salons, certains savent ça parce que j'en parle, notamment sur les réseaux sociaux, et ils se proposent pour le lire. Et donc, il y a par moment, donc quand ils lisent, ils me disent « Ah, mais ta version précédente était vachement mieux, quel dommage que tu aies coupé toutes les scènes. » Mais ça fait partie aussi du jeu. C'est-à-dire qu'il faut savoir par moment, choisir c'est renoncer, donc renoncer à certaines scènes. Et qu'est-ce qui fait que à un moment, ça y est, c'est la bonne version? Je sais pas, est-ce que le prochain, là, ça y est, la version définitive a été trouvée ou il y a encore un peu de travail? Alors, il y a deux choses qui font que c'est la bonne version, c'est que j'en ai marre de réécrire. Je ne sais plus quel auteur a dit on publie quand on en a marre de réécrire. Je crois que c'est Sioran. Et il y a un moment, c'est pas parfait. J'ai fait le mieux que j'ai pu, mais j'ai envie de passer à un autre livre. Voilà. Donc, ce que je publie, c'est 80% de ce que je voudrais faire. Mais par contre, voilà, il me semble que j'ai l'honnêteté de le dire, le livre parfait, ça sera mon dernier livre. Je tends vers une sorte de perfection par rapport à mes critères, mais je n'y suis pas encore. Et donc, a priori, si mon cerveau ne me laisse pas tomber, je vais faire des livres de plus en plus audacieux et qui vont de plus en plus loin par rapport à mes critères. On arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais juste, à la fin de Demain les chats, dans une petite... quelques phrases qui me plaisent. Un des héros dit « Quand les systèmes d'alimentation électrique et Internet cesseront de fonctionner, 5000 ans de connaissances seront effacés comme de la poussière balayée par le vent. » Tu vois une solution? Oui, les livres. C'est le cœur de toute ma préoccupation. C'est que j'ai peur que tout ce qu'on a bâti là s'effondre. Et ce n'est pas l'organique, c'est l'information. On a accès, ma génération, ta génération, nous avons accès à tellement d'informations. Tu sais plus de choses que Léonard de Vinci. Parce que tu sais le Big Bang, tu sais ce qu'il y a l'infiniment petit. À l'époque, Léonard de Vinci, ils n'avaient pas encore découvert toutes les cultures primitives, l'Australie, la Chine, tout ça. N'importe quel individu, n'importe quel élève de 12 ans, c'est plus de choses qu'avant. Et on a tellement d'informations. Si on perdait ça, là, on perdrait tout. Et il faut préserver ça à tout prix. Et ce n'est pas du tout gagné. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des bibliothèques. D'abord, tiens, justement, j'écrivais là-dessus, sur toutes les bibliothèques qui ont pris feu, il y a vraiment des gens, à un moment, tout le temps dans l'histoire, qui se sont levés pour détruire les connaissances. Ce qu'on voit en 1984, cette idée de réécrire et de faire disparaître les connaissances et de réécrire tout pour que ça arrange par rapport au totalitarisme, c'est un risque. Et quand on voit par moment un consensus sur du mensonge, c'est-à-dire que tout d'un coup, parce que certains pays, ça ne les arrange pas, certaines vérités historiques, donc ils réécrivent l'histoire,
Et puis, c'est ça qu'ils apprennent à leurs enfants. Et puis, si on leur dit, attendez, mais c'est pas ça qui s'est passé, ils disent, oui, non, mais ça, c'est votre vision occidentale. Nous, notre vision, elle est comme ça. Et puis, donc, c'est-à-dire quand même qu'ils enseignent leurs enfants des choses fausses. Donc, il va falloir Bon, il y a aussi le problème des fake news, mais il va falloir se battre pour que nos connaissances, les choses incontestables, soient posées et ne soient pas perdues. Vous êtes plutôt optimiste pour le livre en tant que... Voilà, Il faut se battre pour le livre et il faut se battre pour que les jeunes lisent. Parce que si les jeunes lisent plus, sinon que Internet et que tout ce qui est film et choses avec des émotions rapides, au bout d'un moment, toutes nos connaissances vont malgré tout lentement se dégrader. Il y a un film qui s'appelle Idiocratie, dans lequel on montre comment dans le futur les gens deviennent de plus en plus... Le QI mondial ne fait que baisser. C'est une de mes terreurs. C'est-à-dire, je me dis, attends, si déjà on voit notre système scolaire qui fait que les élèves, a priori, ont moins d'aptitudes, ont moins de connaissances. Donc, si ça continue comme ça, qu'est-ce que ça va être après Surtout, on va perdre la curiosité vers la vérité. C'est-à-dire, ce que m'a appris l'école, c'est une sorte de grille de lecture pour m'intéresser à tout et essayer de détecter ce qui a l'air plutôt probable, de ce qui a l'air plutôt du fake news. Et ça, il faut le préserver. C'est à l'école, c'est aux professeurs de le préserver, quelles que soient les difficultés. Et c'est pour ça que le combat des profs, le combat des bibliothèques, le combat de la connaissance, le combat des livres sont des combats modernes. Et il ne faut surtout pas baisser les bras et se dire que c'est gagné et que ça se passait facilement. Au contraire, je crois que plus que jamais, il faut se battre pour préserver la vérité, les connaissances et l'histoire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Bernard Werber. Je rappelle donc La planète des chats chez Albin Michel. Et puis, Demain les chats en bande dessinée, toujours aussi chez Albin Michel. Merci beaucoup et bon séjour à Limoges. Merci.